Alors, pour la deuxième question, on avait l'affaire Navalny. Donc là, ça va être un peu plus rapide, hein. Alexeï Navalny a été a été victime d'une crise et d'un malaise dans un avion qu'il ramenait de Omsk à la fin du mois d'août. Alors Omsk, si vous voyez, c'est en Sibérie, hein, c'est une ville à peu près au milieu de la Sibérie. Et puis il rentrait à Moscou par l'avion. L'avion a dû être... non, il rentrait de Tomsk, voilà, et l'avion donc qu'il ramenait de Tomsk, donc en Sibérie, vers Moscou. Eh bien, dans cet avion, Alexeï Navalny s'est mis à être malade, à avoir des fortes douleurs et faire malaise. Le commandant de bord décide donc de faire un atterrissage en urgence à Omsk, donc qui est au premier quart du trajet, dirons-nous. Et là, Alexeï Navalny est admis tout de suite donc à l'hôpital. On le soigne, on le soigne. On pense qu'il a été... on ne sait pas ce qui s'est passé. Comment dire, les médecins recherchent toutes les possibilités, notamment l'empoisonnement. Et Alexeï Navalny se trouve être être soigné dans cet hôpital. On va lui envoyer les meilleurs spécialistes toxicologues du pays, les médecins de Omsk vont lui sauver la vie. Mais sa famille réclame son transfert vers donc l'Allemagne. Le transport sanitaire étant pris en charge par une ONG allemande, dont on ne sait pas grand-chose d'ailleurs, soit dit en passant. Et Alexeï Navalny donc, est transféré à l'hôpital de la Charité à Berlin, qui est connu pour être l'hôpital préféré des stars des leaders pro-occidentaux en Europe de l'Est, étant donné que c'est cet hôpital qui avait soigné en deuxième rideau, je dirais, Viktor Yushchenko, candidat d'opposition à la présidentielle face à Yanukovych la première fois en 2004, et qui a été prétendu empoisonné à la dioxine par les services secrets ukrainiens à la solde des Russes, et qui, une fois président, n'a jamais réussi à ordonner de faire arrêter l'enquête sur son propre empoisonnement, et on n'a jamais retrouvé de traces d'empoisonneur, ni de contact, ni rien du tout. Et bien, donc c'est cet hôpital qui va soigner Monsieur Navalny. Donc, alors, cet hôpital, il a deux caractéristiques. Le premier, c'est qu'il est juste à côté, enfin, il est pas très loin donc de l'aéroport militaire de la Bundeswehr allemande, et que pas très loin non plus, vous avez le BND, les services de renseignement allemands, qui sont à 2 pas de l'hôpital de la Charité. Et donc, vous allez avoir Alexeï Navalny, à l'époque en coma artificiel, va être donc accueilli sur le sol allemand. Il va être transféré dans des ambulances militaires de la Bundeswehr avec un convoi de plus d'une trentaine de véhicules, comme s'il était un chef d'État. On va donc faire des analyses, et alors que la famille d'Alexeï Navalny réclamait des analyses, des résultats d'analyse très rapides quand il était à Omsk, là, bizarrement, l'hôpital de la Charité va se donner une semaine pour donner ses premières conclusions. Mais bon, vous savez, c'est la médecine occidentale, il faut lui faire confiance. Et puis, on va lui faire un... Et ses conclusions vont être: Alexeï Navalny a été probablement empoisonné par un inhibiteur de cholinesterase. Alors, bon, sachant que l'inhibition de la cholinesterase,
c'est très simple, c'est à peu près tous les poisons, enfin la plupart des poisons neurotoxiques qui existent, peuvent en être à l'origine, mais aussi des maladies. Ça peut être la la conséquence d'une autre maladie, qui n'a pas été révélée et qui se révèle à travers ça aussi. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Et puis, les médecins russes disent: «Écoutez, nous, on a administré à notre patient, monsieur Navalny, de l'atropine et l'atropine a la même signature, en fait, si vous faites une analyse toxicologique, que les inhibiteurs de cholinéstérase. Donc, ça peut expliquer cela». Alors, l'hôpital de la Charité ne répond pas. Les, le président de l'ordre des médecins russes, qui est le docteur Rochal, qui est quelqu'un qui est très connu en Russie parce que c'est un pédiatre qui a été un pédiatre de guerre qui, notamment au Caucase, a soigné les enfants durant le conflit en Tchétchénie, il soignait les enfants des deux camps, c'est-à-dire les enfants russes et puis des enfants tchétchènes. C'est quelqu'un de très respecté en Russie. Le docteur Rochal va envoyer un courrier à l'ordre des médecins allemands en leur disant nous vous demandons de collaborer avec nous en nous donnant toutes les informations que vous avez sur le patient Navalny, étant donné que les analyses toxicologiques à Omsk n'ont révélé la présence d'aucun toxique dans le sang de notre patient, hormis des traces d'alcool et des traces de caféine. La réponse, rien. Et puis, une semaine plus tard, au début du mois de septembre, vous avez donc Angela Merkel, enfin je crois, non, ou le porte-parole d'Angela Merkel, je crois que c'est un des deux, qui révèle que cette organisation très indépendante, qui s'appelle le laboratoire toxicologique de la Bundeswehr, a trouvé des traces de Novichok en lien avec M. Navalny. Et elle dit, M. Navalny a donc été empoisonné par du Novichok. Vous savez, le poison qui aurait été utilisé dans l'affaire Skripal il y a quelques années. Pour vous rappeler, Sergei Skripal était cet ancien espion russe, donc du GRU, des services militaires russes, des services de renseignement militaires russes, qui avait été échangé contre un espion russe à la faveur d'un échange de prisonniers, comme ça se passe dans ce monde de l'espionnage. Et puis, il avait été récupéré par le service de renseignement britannique, je crois le MI5 ou le MI6, enfin c'est l'un des deux. Et Monsieur Skripal, contrairement à l'usage et à la coutume des services secrets, avait décidé de reprendre du service dans les activités d'espionnage contre son pays. Voilà. Et Sergei Skripal aurait été, c'est la thèse officielle, empoisonné par le GRU, donc son ancien service, sur le territoire britannique, avec un neurotoxique qu'on appelle donc le Novichok. Et bizarrement, Sergei Skripal avait été empoisonné. Attachez-vous au bastingage, il avait été donc empoisonné en Grande-Bretagne, dans la ville même où se trouve le laboratoire central de guerre chimique de l'armée britannique. C'est bizarre, hein? Il se trouve à 2 km du laboratoire où on fabrique, où on traite les armes chimiques pour les forces armées de Sa Majesté. Coïncidence.
Et Sergei Skripal, bien sûr, les services russes sont tellement bons que Sergei Skripal va rester vivant, ainsi que sa fille, ainsi que son entourage. Et ben, vous avez bis repetita, donc, avec M. Navalny. On accuse maintenant ouvertement la Russie d'avoir employé, enfin, un service russe aurait employé du Novichok contre M. Navalny. Croyez-nous sur... Et donc, voilà, dans l'affaire Skripal, pareil, ça avait été... Donc, ce laboratoire central de l'armée britannique avait dit... Monsieur Skripal a été empoisonné par du Novichok. D'ailleurs, on le sait bien, hein, je pense qu'on en a. Et puis, mais jamais aucune enquête officielle n'a été faite, pas d'information judiciaire, rien, aucune enquête de police contre des ressortissants russes pour le prétendu tentative d'assassinat de Sergei Skripal, qui coule des jours heureux. Dans un pays du Commonwealth, je crois qu'on parlait de l'Australie par certaines sources dans la presse russe. Donc, bis repetita, M. Navalny est accusé... Donc, on accuse la Russie d'avoir empoisonné M. Navalny avec du Novichok. Qu'est-ce que le Novichok? Alors, le Novichok, c'est un produit qui a été, en fait, créé dans les années 60-70 en réponse au programme américain VX. Alors, si vous savez, dans les années 50, devant l'impossibilité d'utiliser des armes nucléaires du fait de la parité entre l'URSS et les USA, les Américains décident de relancer la production d'armements chimiques. Et à l'époque, la Convention de La Haye permet de fabriquer, de détenir des armements chimiques, mais pas de s'en servir. Vous allez voir, c'est important. Et donc, les Américains travaillent sur une nouvelle génération de gaz de combat, et on crée donc un nouveau gaz qui s'appelle le VX, hein, qui est un gaz innervant, très rapide, qui vous assassine des milliers de personnes en quelques minutes. Même des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. En face les soviétiques, on vend de cette nouvelle arme, et eux décident, en réaction, de créer un programme pareil de gaz de combat de nouvelle génération, qui sera le Novichok. Voilà. Donc, face à face, équilibre de la terreur. Et en 1980, à la chute de l'URSS, en 1992, le régime de Boris Eltsine révèle au monde entier confirme, suite à des articles, je crois, du Washington Post, confirme l'existence donc de ce gaz de combat Novichok de nouvelle génération fait par l'Union soviétique. Sous la pression internationale et sous les cris d'orfraie de l'Occident, et avec une aide financière versée par l'Allemagne et par le Royaume-Uni, je crois, on décide de la Russie... En fait, on signe un traité qui est le traité d'interdiction des armes chimiques, qui là maintenant va interdire la production, le stockage, et bien sûr l'utilisation d'armes chimiques, enfin de substances même permettant la création d'armes chimiques, avec deux annexes, une annexe 1 et une annexe 2. L'annexe 1, c'est les produits qui sont complètement interdits, et parmi eux, vous avez les gaz neurotoxiques de type Novichok. Et la Russie il prévoit aussi la destruction des vecteurs aussi d'ailleurs. La Russie va mettre en œuvre et va recevoir donc une aide donc des pays occidentaux pour détruire ces armes. Elle va créer une usine de retraitement des produits chimiques. Elle va créer une usine, qui va détruire les vecteurs, et elle va détruire l'intégralité des stocks de Novichok qu'elle a, l'intégralité des stocks de gaz sarin qu'elle a, et l'intégralité des vecteurs.
il doit rester d'après l'OIAC. Donc, et vous avez une organisation internationale qui est créée, qui s'appelle l'OIAC, qui est à La Haye pour contrôler l'application de cette convention. Devinez quel est le pays qui ne respecte pas cette convention encore aujourd'hui et qui n'a pas détruit tous ses stocks. Il y en a un dans le monde, hein, c'est facile. Les États-Unis d'Amérique. La Russie a détruit tous les stocks enregistrés. La France aussi d'ailleurs. Le Royaume-Uni, c'est presque fait. Il n'y a qu'un pays qui ne l'a pas fait, c'est les États-Unis, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour construire l'usine, officiellement. Donc, de destruction. Hein? Et bizarrement, vous n'avez aucun article de presse occidentale qui dénonce ce fait. C'est quand même bizarre. Les stocks de VX aux États-Unis existent encore. Hein. Donc, on récapitule. Donc, vous avez M. Navalny, qui est un opposant qui pèse 2% aux élections les jours de grand vent, qui est plus connu sur Internet que dans les ISBA reculés, qui est donc une personne que l'Occident veut faire monter dans la politique russe, parce qu'il a ce grand avantage, c'est que Alexei Navalny a observé les révolutions de couleur, notamment en Ukraine, et que lui, il veut faire la même synthèse. C'est-à-dire, il veut faire la synthèse des libéraux et de l'extrême droite ultranationaliste. Les uns cassant la gueule des partisans du pouvoir pour le compte des premiers. Hein, parce que les amis de M. Navalny, comme Diomushkin par exemple, ce sont des gens quand même qui disent que les personnes, les ressortissants des républiques du Caucase et d'Asie centrale, s'ils ne veulent pas rentrer chez eux, vous inquiétez pas, il y a assez de baïonnettes dans le pays pour le faire. Bon, c'est très droit de l'homme comme façon de faire. Eh bien, M. Navalny, donc, il est ami avec ces gens-là et avec aussi une partie de l'extrême gauche, anarchiste et pro-LGBT. Donc, comme ça, vous avez la complète, comme on dit chez nous. Et Navalny n'a jamais percé dans l'électorat russe. Et pour le faire percer, eh bien, donc vous avez donc cet homme politique qui n'a jamais réussi à percer, qui ne peut pas se présenter aux élections parce que il a fait des malversations réelles, pour le coup, quand il était conseiller du gouverneur de la région de Kirov. Hein, la région de Kirov, c'est à côté de Nijni Novgorod. Il faisait, comment dire, dans la coupe illégale de bois pour l'industrie, donc pour l'exportation, c'est très écologique. Et Alexei Navalny donc ne peut pas se présenter aux élections à cause de ça, parce qu'il a un casier, hein, et pas des petites infractions. Et puis de l'autre côté, vous avez un Occident qui a envie de le faire monter dans la politique, parce que si c'est pas lui, vous avez à ma droite Zhirinovsky qui déteste l'Occident, et à ma gauche vous avez le Parti communiste russe qui pareil, n'est pas très western friendly non plus. Donc on veut faire monter M. Navalny à tout prix. Donc voilà, donc vous avez un homme politique qui n'a jamais percé dans la politique russe et qui se retrouve empoisonné par les services secrets russes, on va dire ça comme ça, en toute logique, et surtout, il se retrouve, on va l'empoisonner avec quelque chose, avec une substance qui internationalise l'affaire de facto, parce que cette substance est interdite à la production et au stockage par un accord international. Je veux dire, en Russie, quand on veut tuer quelqu'un, en général, c'est pas ça qu'on fait. Les amis de l'Occident, enfin sous l'ami de l'Occident Boris Eltsine, il faut rappeler, Galina Staravoytova, députée à la Douma qui enquêtait sur les affaires de corruption, a été assassinée en bas de son immeuble par un assassin qui lui a mis une balle dans la tête. Le journaliste Vladislav Listiev, qui est le meilleur journaliste de sa génération, a été assassiné en 1995 sous Boris Eltsine et le gouvernement pro-occidental qu'il dirigeait, d'une balle dans la tête
par un tueur, commandé par son employeur qui n'était rien d'autre que Boris Berezovsky, l'oligarque bien connu. Et enfin le maire de Neftchougansk, qui n'avait fait d'autre chose que de réclamer qu'on paye des impôts à sa ville par le complexe pétrolier de M. Khodorkovsky, a été assassiné sous les ordres de Mikhail Khodorkovsky, là, par une rafale de pistolet mitrailleur. Bien, alors, pourquoi diable irait-on employer un moyen dont on voit que ça ne marche pas, parce que M. Navalny est encore vivant, et avant M. Skripal était encore vivant, donc par un moyen qui ne marche pas, et qui permet en plus l'internationalisation de l'affaire, via une convention internationale signée, ratifiée et appliquée par la Russie. J'aimerais qu'on m'explique déjà la logique de la chose. Deuxièmement, quand la Russie dit « nous, Monsieur Navalny est notre citoyen, il a été prétendument empoisonné sur le territoire russe, donc c'est pas une affaire allemande, transmettez-nous », ils font une demande d'entraide judiciaire à l'Allemagne en lui demandant quels sont les éléments que vous avez pour dire qu'il a été empoisonné. Et les Allemands disent « Nein, on vous transmettra rien ». Oui, mais attendez, non, on vous transmettra rien, ouvrez une enquête, trouvez le coupable. Mais attendez, vous savez, les produits chimiques, ils ont une signature. Si au moins on savait quel était le spectrogramme de la substance que vous nous accusez d'avoir, on pourrait savoir au moins dans quelle usine ça aura été produit, ou bien... Non, rien, on vous transmettra rien, ok. Bon, mais vous ouvrez une enquête, vous trouvez le coupable, parce que M. Navalny a été assassiné, croyez-nous, sur parole. Premièrement, les Russes, mais je pense que tous les peuples du monde, ne croient plus les Occidentaux sur parole, au moins depuis 2003 et l'affaire des armes de destruction massive en Irak, dont je vous rappelle qu'elles ne sont toujours pas trouvées à ce jour. Donc déjà, et puis on pourrait rappeler aussi les affaires du génocide du Kosovo qui n'a jamais existé, et des charniers de Ceausescu à Timișoara qui, eux non plus, n'ont jamais existé. Donc l'argument « on est le camp du bien, faut nous croire sur parole », déjà ça, faut le faire à d'autres. Ensuite, donc quand les Russes disent « donnez-nous les données », non, on ne vous les donnera pas, c'est secret défense. Oui, mais attendez, mais comment vous voulez qu'on fasse? Faites. Trouvez le coupable. Ok. Alors, les médias russes commencent à se chercher et disent en fait, M. Navalny n'a pas pu être empoisonné parce que dans les vidéos de l'aéroport, on voit que M. Navalny, la seule chose qu'il ingère, c'est un verre de thé. Mais en fait, ce verre de thé, c'est son assistant qui l'a commandé, qui l'a apporté, et on ne sait pas si c'est Navalny qui l'a commandé ou bien s'il l'a pris pour lui. Et là, retournement, donc la thèse tourne en boucle, et là, vous allez avoir les amis de M. Navalny qui vont vous sortir un truc, c'est « oui, mais en fait, il n'a pas été empoisonné par ce verre de thé. » Ok, alors en fait, il a été empoisonné par une bouteille d'eau qui était dans sa chambre d'hôtel à Tomsk. D'ailleurs, ils vous sortent une vidéo où ils font la perquisition où les amis de M. Navalny, les militants donc, de l'opposition, vont dans la chambre d'hôtel prétendument être celle de M. Navalny, on ne le sait pas. Donc ils rentrent dans une chambre d'hôtel, ils trouvent 2 bouteilles sur un meuble, et ils la prennent avec des gants, avec des gants en latex, ils la mettent dans un sachet en plastique, voilà, et ils disent « voilà le coupable ». Et derrière, en fait, vous avez un article du Spiegel 2 jours avant qui disait « oui, en fait,
le poison Novichok n'a pas été trouvé dans le sang de M. Navalny, ni dans ses sécrétions, il a été trouvé sur une bouteille d'eau. Et 2 jours plus tard, vous avez cette vidéo qui sort. Alors, et là, tous les experts toxicologues de Russie disent « Attendez là, calmez-vous 2 minutes. Si c'est du Novichok, dans ces cas-là, tous les gens qui ont touché, même à travers du latex, devraient être au moins à l'hôpital en ce moment. » Ben oui, mais ils ne sont pas à l'hôpital. Et ensuite, M. Navalny, s'il a vraiment été empoisonné par du Novichok, s'il a vraiment été empoisonné par du Novichok, toute personne qui l'a touché a été empoisonnée et donc les médecins, sa femme, tous ceux qui l'ont approché et touché devraient être aujourd'hui à l'hôpital et subir une batterie d'analyse, et il y en a même certains qui devraient être déjà en soins intensifs. Ah oui, mais non. Et là, est véridique, je vous jure. J'ai vu donc la dernière trouvaille en fait de l'opposition pro-occidentale en Russie et des médias libéraux, c'est de dire non mais en fait Navalny le poison a été déposé sur la bouteille donc de M. Navalny, dont on ne savait même pas s'il allait être seul ou pas, parce qu'il y avait 2 bouteilles dans une chambre pour 2. Donc, il a pris la bouteille, le poison est passé à travers sa peau, mais en fait c'était un poison spécial qui ne devait l'empoisonner que lui, et qui ne pouvait pas empoisonner personne d'autre. Donc vous avez face à vous le premier poison intelligent, qui n'intoxique que l'objectif que l'on veut intoxiquer. Donc, vous voyez que cette histoire est vraiment complètement délirante, et qu'on nous prend pour des imbéciles. Voilà. D'après les médecins russes, M. Navalny a été victime d'une maladie qu'on n'a pas encore identifiée, mais qui a dû se révéler par ce choc. Voilà. Et l'affaire est en train de devenir complètement grotesque, étant donné que M. Navalny a traité les médecins qui lui ont sauvé la vie de Dr Mengele, qui travaillait pour le KGB et qui ont essayé à le tuer. Ils ont tellement essayé de le tuer qu'ils l'ont maintenu en vie 42 heures. Que le pouvoir russe est un pouvoir assassin. Or, il faut rappeler que M. Navalny était sous le coup d'une interdiction de sortie de territoire parce qu'il a des amendes impayées, et qu'il est sous le coup d'une enquête judiciaire, lui, pour avoir insulté un ancien combattant, enfin un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc si le pouvoir russe aurait très bien pu dire bah écoutez, M. Navalny a une interdiction de sortie de territoire, il reste se soigner ici, on a un très bon système de santé, voilà. Et non, M. Navalny a bénéficié, l'interdiction de sortie du territoire a été levée en 2 heures par la commission des libérations conditionnelles en Russie, ce qui est un record, toute catégorie, voilà. Et M. Navalny, enfin, a prévu bien sûr de revenir en Russie sur son destrier, pour continuer de faire de la politique. Lui qui a été étudiant à Yale, il faut le rappeler, sur bourse du département d'État, doit bien gagner sa vie, au service donc du pays qui n'est pas le sien et qu'il sert. Donc voilà à peu près l'état de l'affaire Navalny. Il va y avoir de nouveaux épisodes. Je rappelle une chose, c'est que M. Navalny, en fait, vu le feuilleton qui est en train de passer, M. Navalny, l'Occident donc va exiger bien sûr une enquête, et que tant que cette enquête ne remontera pas à Vladimir Poutine lui-même, eh bien l'Occident ne sera pas content, et que ensuite M. Navalny ne pourra pas se présenter à la prochaine élection présidentielle, donc les Occidentaux diront falsification électorale,
De toute façon, c'est très simple, l'Occident ne sera contente que quand M. Navalny sera le président qu'elle a désigné pour ce pays. Voilà.